Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais à m'interroger et à vous interroger sur une question qui me paraît absolument cruciale aujourd'hui en 2024. Comment l'humain a-t-il altéré sa nature par le numérique? C'est une question qui me tient vraiment à cœur pour plein de raisons différentes, notamment sur l'évolution liée à la technologie, notamment liée à l'IA et les dissensions qui peuvent exister entre la vie réelle et la vie virtuelle. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai approfondi, la réflexion et je vous propose dans cette vidéo un condensé de ce que j'ai pu comprendre sur la façon dont nous, humains, nous avons altéré notre nature, notre façon d'être, nos particularités, nos fonctionnements avec et par l'utilisation, la surutilisation de la communication digitale, des réseaux sociaux et aujourd'hui de l'IA. Alors, ce que je vous propose tout de suite, écoutez, c'est qu'on commence avec notamment le premier point qui me paraît absolument déterminant, à savoir la perte de profondeur relationnelle. Parce qu'en fait, les interactions en ligne sont malheureusement très souvent rapides, superficielles et tendent à remplacer une véritable rencontre. Il y a énormément, de réseaux qui amplifient ce phénomène, notamment le réseau LinkedIn. Parce que lorsque on est sur LinkedIn, on va avoir cette, tendance naturelle à échanger ou à vouloir faire connaître son activité, ce que l'on fait, le fait que l'on recrute et cetera. Eh bien, en général, on va s'arrêter notamment au profil d'une personne ou ce qu'on perçoit de cette personne. Et ça peut largement, à mon avis, entraîner des incompréhensions, entraîner des malentendus et des a priori sur l'activité d'autres, professionnels ou d'autres individus. La qualité des relations est réduite. Cela peut entraîner notamment des réductions dans la qualité, des relations ou un échange, profond parce qu'on échange via le digital. Et là, pour le coup, les applications de rencontres, de Tinder à Bumble, en passant par toutes les applications de rencontres aujourd'hui, limite largement la capacité à comprendre l'autre. Lorsqu'on échange, on échange en général quelques messages, quelques vidéos, quelques photos, mais ça reste très, très, très limité et ça nous empêche de percevoir la personne telle qu'elle est et finalement, on est cantonné à la voir à travers les filtres et à travers le digital et à travers son écran. Ce qui va créer un phénomène d'idéalisation de la personne, d'idéalisation de la situation avec la nécessité de préserver cet idéal et donc de ne pas rencontrer la personne avec qui on échange. Et aujourd'hui, on préfère, ou en tout cas les individus préfèrent, fantasmer sur Instagram avec, des stars, avec des personnes qui vont renvoyer une image très positive d'elles-mêmes, au lieu de traverser la rue, au lieu d'aller dans un bar et de rencontrer quelqu'un en réel. Et ça va même impacter la nature même de nos relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se contenter d'échanges bien plus que de rencontres. Et cette évolution majeure dans notre, mode de fonctionnement en tant qu'humain va largement favoriser l'individualisation, des individus et chacun va vivre sa propre vie, souhaitant de temps en temps rencontrer d'autres personnes, souhaitant de temps à autre, entrer en couple et pour immédiatement en ressortir. Et l'évolution qu'on note, c'est qu'avant les personnes étaient en couple pour une durée très longue, pourquoi pas pour la vie comme le veut la formule, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit plus d'individus qui vont rencontrer d'autres individus et partager une histoire, plus que de la vision d'un couple à proprement parler. Et ça, c'est largement, amplifié via l'individualisation et la vision, du couple dans la société. Malheureusement, le numérique, la communication digitale, les réseaux et l'IA vont largement créer une dépendance et une perte d'autonomie, notamment psychologique parce qu'on va avoir la nécessité, enfin les individus vont avoir la nécessité de se connecter dès que possible à leurs applications favorites. Ils vont ouvrir leur téléphone portable en cherchant quelque chose à faire, en allant sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, et cetera, à la recherche d'une information qu'ils n'auraient pas eue avant. Et ça crée une forme de dépendance. Il y a même un terme pour les personnes qui ont une phobie, de ne pas avoir leur téléphone portable, c'est la nonophobie. Et finalement, lorsqu'on a, une telle relation avec son téléphone portable, on peut s'interroger largement sur l'addiction et la dépendance directement liées à l'utilisation du téléphone portable. Maintenant, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous prenez autant de soin à entretenir votre téléphone portable, à faire en sorte qu'il ait tout le temps de la batterie, la dernière mise à jour, la dernière version, et cetera, comme vous prenez soin de votre propre esprit? Parce que si demain votre téléphone casse, vous pourrez aller le chercher, vous pourrez aller en racheter un. Est-ce que vraiment si demain votre esprit casse, quelqu'un va racheter votre esprit? Je suis pas certain que vous puissiez racheter
ou en tout cas réinvestir dans vous-même une fois que votre esprit est effectivement cassé par la dépendance au numérique. C'était une réflexion que je vous pose là et je vous invite à y réfléchir. Mais est-ce que vous prenez autant de soin à entretenir votre téléphone portable que votre cerveau? Et ça, c'est une véritable question à mon avis. La surutilisation des médias sociaux, de la communication en ligne va aussi engendrer des problèmes liés à la confiance en soi. Parce qu'on va avoir cette nécessité d'aller tout le temps chercher une validation auprès de son audience, auprès de sa communauté, pour savoir si ce que l'on fait plaît. Et ce fonctionnement va obliger les individus à aller chercher des likes, des commentaires, des partages, des réactions. Et si ces réactions ne surviennent pas, alors il peut y avoir une perte de confiance en soi, ou en tout cas la confiance en soi peut se retrouver complètement abîmée parce qu'on n'a pas les retours espérés par notre communauté. Eh bien, sachez que ce phénomène-là est absolument délétère et que vous devez absolument trouver un équilibre avec le monde extérieur qui va vous permettre justement de ne pas être dépendant du besoin de validation ou dépendant de votre téléphone tout simplement. Et puis, évidemment, il y a une nécessité d'être tout le temps connecté et on va avoir beaucoup de mal à lâcher son téléphone portable, à regarder un film en entier sans à regarder ses notifications, à passer un moment avec ses proches, aller au restaurant, sortir ou vivre tout simplement sans être attaché à son téléphone portable. Et ça, d'après moi, ça pose un véritable problème, notamment lié à la bulle, qui est créée par le téléphone portable. Et là, je voulais vous proposer une citation d'Albert Einstein: «Tout ce que l'homme ignore n'existe donc pas pour lui. Donc l'univers de chacun se résume à la taille de sa connaissance». Si vous allez sur un téléphone portable qui vous donne tout le temps les mêmes applications, les mêmes contenus, des mêmes individus, vous resterez complètement isolé dans un mode de pensée, dans un mode de réflexion et vous aurez beaucoup de mal à vous ouvrir et à remettre en question ce que vous pensez. Ça, c'est un véritable problème qui est lié à un effet bulle. Et cet effet bulle, en fait, ça fait référence à un phénomène psychologique et ou social, où les personnes sont principalement exposées aux informations ou aux opinions qui renforcent leur propre opinion. Ça veut dire que Facebook, TikTok, Instagram va vous donner et vous proposer des contenus qui renforcent ce que vous pensez. Si vous avez des tendances politiques, ces plateformes vont vous envoyer heu, des contenus exclusivement liés à votre vision du monde, votre vision politique. Même chose pour, vos centres d'intérêt, même chose pour, des passions que vous pourriez avoir. Les plateformes vont, de manière algorithmique, vous proposer du contenu qui va vous plaire et donc ne va pas vous proposer du contenu qui pourrait potentiellement vous plaire et ça va limiter nécessairement une compétence comportementale essentielle qu'est la curiosité, la faculté à aller chercher ailleurs ce que vous aimeriez. Et ce phénomène de bulle se retrouve à tous les niveaux de l'utilisation du digital. Même lorsque vous êtes sur la fourchette ou sur Google Maps et que vous recherchez un restaurant, ces plateformes vont vous proposer des restaurants que vous pourriez aimer. Et si vous avez l'habitude de manger italien, on va vous proposer en priorité des restaurants italiens. Mais si ça se trouve, vous pourriez aimer un restaurant coréen ou un restaurant dont vous n'avez pas encore goûté les plats et les saveurs. C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant quant à cet effet de bulle. Parce que les bulles, finalement, ont 2 caractéristiques. Soit ce sont des bulles informationnelles, vous allez recevoir des informations qui correspondent exclusivement à ce à quoi vous pensez. Donc ça, c'est un vrai problème d'ouverture et même d'accès à l'information, à une forme de vérité, parce qu'on va vous conditionner à penser avec une couleur politique donnée. Et la deuxième bulle qui existe, c'est la bulle sociale, c'est-à-dire que vous allez interagir, échanger uniquement avec des personnes qui pensent comme vous. Ce phénomène, en fait, a, eu des effets délétères dans l'histoire, notamment en 2016 lors de l'élection, de Donald Trump face à Hillary Clinton. Tous les journalistes qui étaient présents sur la côte est et la côte ouest des États-Unis, dans les grandes métropoles, n'ont absolument pas vu venir le vote du corps électoral qui se trouvait au milieu des États-Unis, qui représente la grande bande du vide aux États-Unis, mais pour le coup, dans cette bande du vide, il y a énormément d'électeurs qui ont voté pour Trump. C'est pour ça qu'en 2016, on a été incapable de voir ce phénomène, parce que tous les journalistes qui interrogeaient d'autres individus, sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis, n'ont pas perçu le vote pour Donald Trump en 2016. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et puis je rajouterais également que ces bulles informationnelles vont avoir cette tendance à, vous permettre d'accéder seulement à ce que vous connaissez et ça va mécaniquement polariser, renforcer des idées plutôt extrêmes. Puisque vu que vous êtes convaincu que tout le monde pense comme vous, et ben, vous allez toujours plus loin dans votre opinion sans la remettre en question. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on a connu un phénomène de radicalisation à l'extrême droite, notamment, dans les pays occidentaux ces dernières années. Parce qu'on est convaincu que finalement ce que l'on pense, c'est
la grande majorité qui le pense, alors que les urnes montrent que les phénomènes sont beaucoup plus subtils que ça et méritent d'être largement interrogés. Voilà pour les éléments liés à, la bulle d'information et à ses conséquences. Ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre comment, ces plateformes, notamment TikTok, altèrent votre capacité de concentration. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous ouvrez TikTok ou que vous ouvrez, Instagram, à chaque vidéo que vous allez voir, vous allez recevoir un shoot de dopamine à travers une émotion. Parce que vous voyez une vidéo de chat qui danse, ça va créer chez vous une émotion et cette émotion va déclencher ensuite un shoot de dopamine. Et ce shoot de dopamine est très addictif parce que lorsque vous regardez des stories pendant 1 heure sur TikTok, vous avez pris environ 60 shoots de dopamine. Lorsque vous posez votre téléphone portable, malheureusement, il n'y a rien dans la vie qui va vous permettre de recevoir 60 shoots de dopamine en 1 heure. Donc c'est absolument déterminant pour vous de trouver d'autres moyens de divertissement que ces plateformes qui sont en train de vous abrutir. Parce que ces shoots de dopamine, lorsque vous n'êtes plus sur les plateformes, ça va créer un déficit d'attention. Le déficit d'attention va se traduire notamment par une incapacité à suivre un contenu long. Tout va vous paraître ennuyeux, long et pour le moins beaucoup moins intéressant qu'avant. Donc, vous allez retourner mécaniquement sur ce qui vous intéresse, à savoir les vidéos que vous trouvez sur ces plateformes. Mais ces vidéos déclenchent avant tout une émotion qui déclenche de la dopamine et cette dopamine entraîne un déficit d'attention parce qu'il y a une surdose dans le corps humain. Et c'est notamment vrai pour les jeunes et les très jeunes. C'est pour ça que je vous appelle vraiment à prêter attention à votre consommation de plateformes numériques chaque semaine, en allant notamment dans les paramètres de vos téléphones portables. Vous allez dans bien-être numérique et vous voyez combien de temps vous allouez à chacune de ces applications par jour et par semaine. C'est assez édifiant, je vous invite vraiment à faire le test parce qu'en général, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur ces plateformes. Et évidemment, donc, la, fragmentation de l'attention passe notamment par un usage intensif des outils numériques et vous allez avoir que des bouts d'informations. Et lorsqu'on parle, des bouts d'informations, finalement, ça va vous altérer votre capacité à vous focaliser sur une seule et même info et donc du coup, vous allez sauter d'une information à l'autre, perdant ainsi votre faculté d'attention. Et le deuxième effet qui se coule de ce phénomène, c'est bien évidemment l'incapacité à se concentrer longuement sur une action ou sur une tâche précise. C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, le numérique amène tellement de décisions à prendre en un très court laps de temps que finalement, on passe notre temps à passer d'une chose à une autre et ça va altérer notre attention évidemment, mais ça va aussi poser une grosse problématique en termes de concentration parce que lorsqu'un élève notamment ou un professionnel se retrouve pendant 2, 3, 4 heures à se concentrer sur un problème, il va avoir beaucoup de facultés à rester justement concentré et sur la tâche qu'il est en train de réaliser. Et bien évidemment, ce manque d'attention et ce manque de concentration vont poser des problèmes, notamment en termes de conscience et en termes de présence à l'autre, de présence tout court. C'est-à-dire que même si vous posez votre téléphone portable alors que vous êtes à un dîner, alors que vous êtes en famille, malheureusement, le mode de fonctionnement que vous avez adopté sur les applications vont continuer de persister et votre cerveau qui a pris l'habitude de passer d'une chose à une autre va continuer comme ça à passer d'une chose à une autre. C'est pour ça que, encore une fois, c'est un message de santé publique que de faire attention à l'impact du digital sur la santé mentale et sur vos comportements. C'est absolument déterminant. Outre, les éléments que je viens de développer, il y a aussi la culture de l'instantanéité, de l'immédiateté qui crée et qui génère mécaniquement de l'impatience. Aujourd'hui, il est possible de payer ses impôts, d'envoyer un message aux membres de votre famille, de contacter quelqu'un à l'autre bout du monde instantanément. Ce phénomène d'instantanéité réduit largement notre capacité de patience, notre capacité à prendre le temps de faire des choses qui donneront un effet un peu plus tard. Et cette accélération nous rend impatients et va largement éroder, nos relations sociales et notre capacité à travailler longuement sur un sujet. C'est absolument déterminant. Mais rappelez-vous une chose, lorsque vous avez appris des choses qui vous sont vraiment utiles aujourd'hui, comme apprendre à parler, apprendre à écrire, à compter, apprendre une langue étrangère, combien de temps ces missions et ces tâches vous ont effectivement pris pour être correctement réalisées? Apprendre à lire prend un temps considérable. Apprendre à parler une langue étrangère prend un temps très important. Eh bien, c'est à ça
que je vous appelle à consacrer du temps à ce qui compte réellement pour vous et à faire preuve de patience dans la mise en œuvre de ce que vous faites. Ça me paraît absolument déterminant parce que c'est ça qui va vous permettre effectivement d'atteindre vos objectifs. Et vu qu'on obtient absolument tout, de manière instantanée, immédiate, eh ben, on aura beaucoup moins la faculté à prendre le temps nécessaire pour réaliser ce qui compte réellement pour nous. Finalement, le truc le plus important, c'est de comprendre votre rapport à la patience. Comment faites-vous pour prendre le temps de faire les choses qui comptent effectivement pour vous? Alors que ça vous demande de la persévérance, de la patience et surtout ça demande du temps. C'est ça le point le plus important, c'est de se rappeler que tout ce que vous avez fait dans votre vie qui était vraiment intéressant, vous a pris du temps. Apprendre à conduire, apprendre à parler une langue étrangère, apprendre à écrire, tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce temps qui doit être aujourd'hui valorisé dans nos sociétés. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que le temps considère peu ce qu'il se fait sans lui. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'effectivement, lorsque vous mettez du temps et que vous prenez du temps à faire les choses, ce sont des choses qui durent dans le temps. Et après, évidemment, malheureusement, ce que j'énonce sur l'immédiateté, l'impatience et la persévérance réduite va nécessairement derrière provoquer un manque d'investissement et l'humain aura beaucoup moins tendance ou à s'investir dans des tâches qui lui demandent un effort dans le temps. Et malheureusement, c'est un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui. Encore une fois, apprendre à jouer de la musique, apprendre un sport et aller à haut niveau dans sa discipline demande un véritable investissement et c'est à ça à quoi je vous invite. C'est-à-dire que pour pallier au phénomène que j'énonce, c'est bien sûr de travailler et de retravailler de façon la plus appuyée possible pour vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez atteindre. Je voulais reprendre avec vous cette thématique, de l'érosion de l'intimité parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi ce qui a motivé cette vidéo. J'ai eu un échange sur LinkedIn, avec une personne vraiment sincère qui expliquait en fait qu'elle avait entendu une phrase: «Nous sommes la somme de nos expériences. Nous sommes la somme de nos expériences» et lorsque, cette consultante met cette phrase en ligne, elle explique que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de déterminisme là-dedans, que ça ne doit pas se passer comme ça et elle énonce tout ce qu'elle a été de plus merveilleux et elle énonce tout ce qu'elle a été de moins bien dans sa vie. Exposant par là même des problématiques liées à des attouchements potentiels qu'elle aurait eus, liés à sa rémunération, au fait qu'aujourd'hui elle soit au chômage et cetera. Et elle a exposé sur la place publique des éléments personnels de son intimité. Et lorsque je l'interpelle par commentaire en lui expliquant que finalement, le fait d'exposer son intimité et d'exposer sa vie privée ne répondait pas à l'affirmation: «Vous êtes la somme de vos expériences», eh bien, dites-vous que cette personne a répondu: «Oui, mais le fait de parler de ces exemples, ça permet effectivement de lever le sentiment de honte et d'ouvrir la parole à d'autres». Je suis moyennement d'accord avec cette affirmation. Pourquoi? Parce que parler des sujets, de rémunération, de problématiques, liées à des viols ou à des attouchements qui ont pu avoir lieu, c'est effectivement très important d'en parler. Maintenant, prendre son propre exemple, l'exposer en ligne pour expliquer ensuite qu'on est en train de parler d'un sujet, je suis pas certain que ce soit la démarche la plus pudique qui soit. Parce que lorsqu'on vit ce genre de choses, on peut effectivement se servir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris de ces situations pour avancer et évoluer, mais de là à exposer tout ce qu'on a été pour dire finalement que c'est possible de le faire, je suis pas certain que ce soit la meilleure des démarches. Et on perd un véritable rapport à l'intimité. C'est-à-dire que derrière les caméras de nos ordinateurs, de nos téléphones portables, on va exposer l'entièreté de sa vie. Jusqu'à Kim Kardashian qui explique où elle est, à quel moment et qui reçoit chez elle quelques heures après des cambrioleurs. Ou au contraire des stars qui se filment à l'autre bout du monde, expliquant par là même que leur résidence est complètement vide et les cambrioleurs en profitent pour aller dérober, dans les maisons vides parce que toutes les informations étaient directement en ligne. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle porosité entre la vie privée, l'intimité, le cadre et la sphère qui ne devrait jamais être exposée sur internet et ce qu'on trouve sur internet. Il y a une telle porosité que je pense que c'est important d'être capable, notamment avec vos enfants, notamment avec vous-même, de définir ce qui relève de la vie privée, ce qui relève de la sphère privée et ce qui relève de ce qu'on peut exposer en ligne. Et ça me paraît absolument déterminant parce qu'aujourd'hui, on a besoin de redéfinir les frontières. Parce que n'oublions jamais que le web reste le web, le numérique reste le numérique et que lorsque vous arrivez sur un profil Facebook, un profil LinkedIn, Instagram ou TikTok ou que sais-je, ce n'est qu'une représentation idéalisée de ce que l'on souhaite montrer. Ce n'est absolument pas notre vie
qui existe sur nos profils, c'est la meilleure version de ce qu'on a envie de montrer aux autres, de ce qu'on a envie d'exposer aux autres. Eh bien, ça peut aussi créer une forme de confusion entre une réalité qui est la réalité de la vraie vie et ce que les gens aiment montrer. Et le problème, c'est que lorsqu'on parcourt ces profils absolument parfaits, composés de voyages, de consommation, de produits de luxe et ce genre de choses, en fait, on se rend compte et on fait le parallèle avec sa propre vie, se rendant compte que notre propre vie peut paraître terne. Eh bien, en fait, il y a une confusion entre ce qui apparaît sur le profil LinkedIn et ou le profil, Instagram ou Facebook ou que sais-je, et la réalité. Sauf que lorsqu'on est sur ces plateformes, on ne fait plus la différence et ça, c'est un vrai problème qui trouble l'identité, pensant que ces influenceurs vivent une vie absolument somptueuse et merveilleuse. Mais vous pensez vraiment que se filmer 18 heures par jour, c'est une vie de rêve? Et je crois aussi que ça amène une dissonance identitaire. C'est la version idéalisée de soi qui crée une dissonance entre l'identité qu'on aimerait avoir, notre profil Facebook, notre profil Instagram, notre profil TikTok, et la réalité de ce qu'on vit. Et ça crée aussi un problème lorsqu'on a des milliers, voire des millions d'abonnés en ligne, et que dans la vraie vie, personne ne nous connaît et personne ne nous reconnaît. Là aussi, ça peut créer un sentiment de solitude, pour pas dire d'isolement, que de ressentir le fait d'être apprécié par des millions de personnes qui ne vous connaissent pas, alors que dans votre propre vie, dans votre propre famille, dans la rue, personne ne vous connaît ni vous reconnaît. Et cet écart-là doit, à mon avis, être assez inconfortable à vivre. Et puis, ce que je voulais amener également, c'était la déconnexion du monde physique, parce que l'exposition excessive au digital va amener une diminution de l'attachement aux expériences physiques, comme le fait d'aller à un concert, comme le fait d'aller dans un bar, comme le fait de vivre vraiment à l'extérieur avec nos sens. Et quand vous prenez les concerts qui ont été filmés dans les années 90, vous avez une ambiance qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, la plupart des personnes qui suivent un concert ou qui vont à un concert vont utiliser leur téléphone portable pendant 2 heures, ratant ainsi une expérience qui se vit uniquement avec son corps, sans appareil mobile. J'en veux aussi pour preuve la baisse des interactions sociales, des échanges physiques, par une chute considérable des rapports sexuels entre adultes, sur la période 2023-2024. Parce qu'il y a un désintérêt pour ce type de rencontres physiques, parce qu'il y a aussi le souhait de se consacrer plus à soi-même et d'être plus isolé et d'aller moins dans les lieux physiques de rencontres habituels comme les cafés, les bars et les lieux de rencontres. Les événements virtuels aussi vont largement favoriser le fait de ne plus sortir de chez soi parce qu'on gagne du temps lorsqu'on, organise un événement, virtuel ou qu'on participe à une formation en ligne. On gagne beaucoup de temps, on reste chez soi, mais malheureusement, l'expérience physique d'aller en formation ou d'aller dans tel événement, on ne la retrouve plus ou en tout cas on la retrouvera derrière son ordinateur et ça peut avoir un impact sur le bien-être, physique évidemment, mais aussi sur le mental et sur la faculté qu'on a à trouver son bonheur bien, en vivant des expériences dans la vraie vie, de manière physique et interactive. Pour terminer, le digital, va créer, une anxiété et un stress accru avec, une hyperconnexion et une anxiété qui est largement liée à la surutilisation du digital. Parce qu'encore une fois, comme on l'a énoncé, il y a une forme de stress à l'idée de ne pas être connecté et lorsqu'on est connecté, on va consommer du contenu frénétiquement en se rendant compte de la situation qui va créer une forme d'anxiété parce qu'on peut effectivement s'inquiéter d'avoir ce type de comportement. Il y a une pression sociale, constante parce que, l'exposition à des vies idéalisées sur les médias sociaux vont pousser les gens à se rendre compte qu'ils n'ont pas la même vie et ça va créer une pression sociale sur eux parce qu'ils n'ont pas pu acheter le dernier téléphone, aller dans le dernier événement ou consommer une chose ou une autre et vu qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter, comme leurs concitoyens ou comme leurs congénères, eh bien, finalement, ça peut créer une frustration monumentale et donc res s et donc que ça le traduise une pression sociale énorme. Et puis pour terminer, le trouble sur la santé mentale, on en a parlé tout au long de cette vidéo, mais il est évident parce qu'en fait la surutilisation des médias sociaux va créer, de l'anxiété, de la dépression parce que, le digital va nécessairement altérer notre mode de fonctionnement en tant qu'humain, en créant des interactions, j'allais dire, naturelles
avec, des individus à l'extérieur. Ça va aussi poser problème sur l'incapacité à créer des liens, de la cohésion, de la compréhension de l'autre, de l'empathie, de la curiosité et tous ces éléments qui sont le fondement de notre humanité. Voilà comment l'humain a réussi à altérer son propre rapport à soi et son propre rapport à la communication. Voilà pour la première vidéo de cette, série. La prochaine vidéo sera dédiée aux solutions ou en tout cas aux actions que vous pouvez mettre en place pour lutter contre ces phénomènes et accompagner à la fois vos proches, vos élèves, vos stagiaires, mais vous accompagner aussi vous-même vers un plus grand développement et une utilisation beaucoup plus consciente, heu, de l'outil numérique qui est en soi un outil merveilleux, mais qui connaît aussi, des problématiques liées à l'usage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je serai ravi, d'échanger avec vous sur ce sujet qui est absolument passionnant. À bientôt.